Bonjour mes chers élèves, on commence par une série de capsules vidéo qui résument le cours de deuxième bac option sciences physiques. Et on commence par la première unité, la consommation de la matière organique et fluide d'énergie. Alors, cette unité est divisée en deux chapitres. Le premier chapitre concerne les réactions responsables de la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique, tandis que le deuxième, elle concerne le rôle du muscle strié squelettique dans la conversion d'énergie chimique en énergie mécanique. Alors on commence par le premier chapitre et on va voir les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Vous savez que les végétaux utilisent le CO2 atmosphérique et l'énergie lumineuse pour produire leur matière organique. Pour cela, l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique pour la production d'ATP, tandis que les cellules des hétérotrophes sont incapables d'utiliser l'énergie lumineuse et doivent donc extraire leur énergie sous forme d'ATP à partir des nutriments organiques. Alors, la question qu'on doit poser, quelles sont les réactions et les mécanismes permettant la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique chez les hétérotrophes? Alors, on commence ce résumé par juste une petite introduction qui concerne donc la matière organique et sa consommation. Vous savez bien que les sucres, les lipides et les protéines sont considérés des matières organiques produites par les plantes lors de la photosynthèse, où les plantes transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans la matière organique. Les organismes hétérotrophes sont incapables de produire leur propre matière organique telle que l'homme consomme la matière organique élaborée par les plantes et la diffuse vers toutes les cellules du corps. Au niveau de chaque cellule, un enchaînement des réactions permet l'extraction de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. On note, le glucose est l'élément organique le plus utilisé pour l'extraction d'énergie. En ce qui concerne les étapes de la libération d'énergie emmagasinée dans le glucose au niveau de la cellule, donc vous savez que les cellules utilisent deux voies principales dans le métabolisme du glucose. La respiration cellulaire, qui constitue donc la voie aérobique, et la fermentation, qui constitue donc la voie anaérobique. Les deux voies passent par une étape commune, qui est la glycolyse, qui se déroule au niveau de l'héaloplasme. Alors, l'héaloplasme, tout simplement, est un liquide cellulaire où baignent les organites. Dans cette étape, le glucose est transformé en deux molécules d'acide pyruvique. L'acide pyruvique est utilisé différemment selon la voie métabolique. Dans le cas de la fermentation lactique, l'acide pyruvique est réduit en acide lactique, alors que dans le cas de la fermentation alcoolique, l'acide pyruvique est réduit en éthanol, avec la libération de CO2. En cas de la respiration, l'acide pyruvique entre dans la mitochondrie où elle subit une série de réactions d'oxydation, puis la phosphorylation oxydative. Les réactions de la respiration finissent par la libération de CO2, d'H2O et plus d'ATP. La mitochondrie joue un rôle très important dans la voie de la respiration cellulaire. Donc vous savez, après sa production au niveau de l'héaloplasme, l'acide pyruvique entre dans la matrice de la mitochondrie où elle subit une série de réactions de déshydrogénation et de décarboxylation, appelé cycle de Krebs. Dans ce cycle, l'acide pyruvique se dissocie en CO2 avec la production de FADH2 et de NADH+. Ces deux derniers sont considérés comme des transporteurs d'électrons et des protons. Et aussi, nous avons la formation des molécules d'ATP au niveau de ce cycle de Krebs. Le CO2, qui est produit à travers les réactions de décarboxylation au niveau du cycle de Krebs,
quittent la cellule, alors que les transporteurs qui sont réduits donc subissent une réoxydation. Ils libèrent les protons H+ et les électrons. Les électrons sont transportés dans une chaîne des protéines transporteurs au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et finissent par la réoxydation des molécules d'oxygène O2. Selon la réaction suivante, donc comme il est montré au niveau de cette figure, donc un demi O2 plus 2 électrons plus 2 protons donc aboutit à la formation d'une molécule de H2O. Donc bien sûr, c'est une réaction de réduction de O2 en H2O. On dit donc que l'oxygène est l'accepteur final des électrons, tandis que les NADH+ et les FADH2, ce sont les premières donc, molécules donneurs d'électrons. Le transport des électrons est synchronisé toujours avec le pompage des protons H+ vers l'espace intramembranaire où elles s'accumulent et forment un gradient d'électrons, des protons, pardon. Ça veut dire que nous avons une augmentation de la concentration des protons H+, qui permet le flux des protons vers la matrice à travers des protéines membranaires qui sont appelées les sphères pédonculaires. Là où il y en a une réaction de phosphorylation d'ADP en ATP avec l'intervention des enzymes spécifiques qui sont les ATP synthétases. Alors, pour récapituler, on peut dire qu'il y en a deux voies, la voie de fermentation et la voie de respiration. Alors, si vous constatez bien ce tableau, alors le bilan énergétique de la première voie, de la voie de fermentation, que ce soit lactique ou bien alcoolique, nous avons toujours la formation de seulement 2 ATP qui sont formés au cours de la première étape qui est la glycolyse. Tandis que, ou bien en revanche, la respiration cellulaire, donc il permet donc la synthèse de 38 ATP. Donc, si on va comparer donc les deux bilans, alors bien sûr nous avons donc un bilan très important, énergétique très important de la respiration cellulaire que la fermentation lactique ou bien la fermentation alcoolique. Et cela dû, bien sûr, grâce à ce processus de la phosphorylation oxydative qui se déroule au niveau de la membrane interne des mitochondries.